L'altérité, c'est quoi? Nous avons trouvé plusieurs définitions. Caractère de ce qui est autre. Dans le langage courant, l'altérité est l'acceptation de l'autre en tant qu'être différent et la reconnaissance de ses droits à être lui-même. L'altérité, ça peut être des éléments, des choses que l'on n'a pas l'habitude de voir de notre point de vue, selon notre culture, notre quotidien et la société dans laquelle on vit. Nous avons aussi remarqué que les mots altérité résonnent souvent avec les mots discrimination. La discrimination, c'est ne pas accepter l'autre. Ne pas apprendre de l'autre. Ignorer l'autre. Tous ces comportements favorisent les idées reçues, augmentent les préjugés et diminuent les dialogues possibles et créent un enfermement sur soi-même. Nous sommes partis à la rencontre de plusieurs personnes qui ont subi ou subissent encore des discriminations. Certaines personnes témoignent à visage découvert alors que d'autres ont préféré conserver leur anonymat, car ils ont des craintes ou sont encore victimes de discrimination. Dans cette vidéo, nous ne pourrons pas parler de toutes les discriminations, mais c'est juste le début d'un travail de dialogue entre les populations et nous espérons essayer de changer certaines idées reçues. Moi, j'ai découvert ma séropositivité il y a 6 ans, parce que je donnais mon sang, et le centre de sang m'a appelé en me disant qu'il fallait que j'aille les voir. Et on m'a appris que j'étais séropositive. Et c'est vrai que quand on m'a appris ça, le ciel m'est tombé sur la tête. J'avais encore les images d'il y a 30 ans, donc la mort en bord de la route. Et c'était la pire chose qui pouvait m'arriver, quoi. Donc je suis ressortie de ce centre de sang où je me suis dit qu'est-ce que je fais. Je suis pas d'un tempérament dépressif, mais bon là j'étais complètement paumée. Donc j'ai appelé ma meilleure amie, ça fait 30 ans qu'on se connaît, hein. Et en pleurs, en lui disant voilà ce qui m'arrivait, et je lui ai dit, le truc très con, je lui ai dit, est-ce que tu seras quand même mon amie malgré tout? Et elle m'a dit, mais t'es trop con. Mais par contre, c'est vrai que pendant 1 an, elle m'a demandé de venir régulièrement la voir chez elle, et je n'ai pas été, parce que j'avais une terreur, c'est que au moment où j'allais embrasser un de ses enfants, qu'elle ait un mouvement de recul à mon égard. Et je le supportais pas. Rien que l'idée, je le supportais pas. Donc j'ai mis 1 an à aller la revoir quand même, hein, et elle a pas eu ce mouvement de recul. Donc je m'étais peut-être fait un film pour rien. Bon, j'en avais pas parlé à mes enfants, parce que j'avais pas la force de supporter la nouvelle, de me dire que j'allais peut-être mourir demain, et leur chagrin, parce que c'était trop dur à vivre ça. Et donc j'ai appelé SIDA Info Service, qui m'a dirigée chez Aide, où là j'ai rencontré Eric, qui est salarié, et un gars, Emmanuel, c'est un warrior, comme je dis, ça fait plus de 30 ans qu'il est séropo. Et ce type m'a m'a insufflé la vie. Et je me suis dit, mon gars, si toi t'y arrives, moi je vais y arriver. Voilà, donc c'est ça. Et c'est pour ça que je me suis un peu engagée dans Aide pour essayer d'insuffler un peu de force et aux gens qui sont comme moi et un peu paumés. Je peux peut-être donner un coup de pouce à certaines personnes, rien que de les écouter déjà. Tu vois, j'ai reçu une femme chez Aide qui est venue, ça faisait 15 ans qu'elle était séropo, et elle m'a dit voilà, je suis séropo, et bon, on a parlé, tout ça, et elle s'est mise à pleurer, elle m'a dit c'est la première fois que je peux le dire sans avoir peur qu'on me rejette. C'était important pour elle parce que c'est un secret qui t'étouffe, parce que tu peux pas en parler, parce que t'as peur du regard des autres, parce que les gens ont encore les idées préconçues que tu dois être maigre avec des pustules, enfin que s'ils te parlent ils vont l'attraper, et c'est très dur à vivre. Parce que c'est un secret, on a l'impression que tu es coupable. Mais tu n'es pas coupable, tu es malade, enfin tu as une maladie chronique, donc tu es coupable de rien. Plus de dialogue, plus de tolérance, et je me dis que ça peut arriver à tout le monde, à n'importe qui. Et effectivement en parler, mais en parler vraiment. Salut, ça va?
Ouais, toi? Tranquille. T'es en cours, t'as arrêté, c'est comment? Non, ça fait. Bah là, j'étais en première année de CAP, encore au mois de janvier, et puis je suis parti parce que j'avais des problèmes de santé. Problème de santé. Tu vis avec ta mère, t'es dans une structure? Ouais, je suis avec ma mère, ouais. D'accord. Comment t'en es arrivé là, à la PJJ? Bah très tôt, j'avais 11 ans, 12 ans. Parce que ouais, j'avais des problèmes de comportement, j'étais viré de plusieurs collèges, et enfin ça a commencé comme ça en gros. Et t'as eu une enfance plutôt difficile ou normale? Entre les deux, je dirais. Entre les deux. Parce que j'ai pas été privé d'énormément de choses. Ce que je voulais, je l'ai eu. Bah après, ça a été plus côté parental. D'accord. Mais côté parental, c'est-à-dire? Mais du côté de mon père. Ça allait pas? Ouais, non, parce qu'il était pas souvent là et des fois il partait pendant 1 an, 6 mois. Et puis il a été en prison plusieurs fois. Et puis bah voilà quoi. Que pensent les gens quand ils apprennent ton passé? Bah à peu près comme tout le monde, il y en a qui jugent, d'autres qui diront bah voilà c'est le passé, il faut faire une croix dessus. Puis, toujours des gens qui me verront comme ce qu'ils appellent un délinquant. Après d'autres ils savent ce que j'ai fait par le passé mais ils me jugent pas là-dessus, ils restent positifs. Bah quelle que soit la personne qu'on est, il faut rester soi-même, c'est tout. Sinon, faut pas écouter le préjugé des gens. Faut vivre quoi, c'est tout. Bonjour, ça va? Ça va. La réinsertion, ça se passe bien ou pas? Très bien. Je suis bien là où je suis. L'éducateur m'aide et puis il m'empêche d'aller dans la voie ou la mauvaise voie. Avant j'étais en classe relais avant, mais maintenant j'ai fait collège après normaux et je suis allé au lycée. Je me sens très bien quand je fais de la restauration service avec Yann, mon chef. Et puis c'est un entraînement pour plus tard, quand je serai en service dans un restaurant. Un conseil, quand on vous pousse à aller dans une bêtise, bah, dire non. Bah, je trouve qu'il faut être bien dans sa peau et puis bah, que ce que disent les autres gens, bah, on les laisse parler. Pourquoi je voyage? Donc déjà, premièrement, pourquoi je voyage, c'est que ça a commencé comme ça. Je suis né comme ça, mes parents, mes grands-parents ont voyagé. Mes parents, puis nous, on a gardé notre culture, notre coutume. C'est qu'on voyage. C'est à l'intérieur de nous, c'est dans notre code génétique, on va dire. Et puis voilà. Et ça continuera comme ça. Et je pense que mes enfants, plus tard, ils voyageront aussi. C'est voilà, c'est inné. Oh, il y a tellement à dire qui nous plaît dans le voyage. Vous savez, on descend des Indes, hein, mais le voyage, ça a toujours été notre sang, notre vie, notre vie de voyager. Pour nous, comme il arrive le beau temps, on est comme les cigognes qui reviennent en Europe. Il faut qu'on parte, il faut qu'on voyage. Bien sûr, il y en a qui s'arrêtent, mais je connais plein de personnes encore à l'heure actuelle qui attendent le beau temps pour partir. Moi, le premier d'ailleurs, qui a 83 ans, patine pour pouvoir partir et voyager, voir des nouveaux pays. Quoique en France, les nouveaux pays, je les connais presque tous. Mais c'est notre sang, c'est nos aïeuls qui nous donnent ça. Eh bien écoutez, en France, on subit pas mal de discrimination. J'ai des petites anecdotes par rapport à très longtemps. J'ai mon grand-père, moi, qui a été pris dans des camps de concentration. Il a fait 5 ans en camp de concentration. Et il a été livré par des gendarmes français. Il a connu l'horreur. Pourtant, il était français. Il était du voyage, c'était un Digan. Vous savez, bon, on a une carte d'identité, d'accord, mais dans la tête des gens, ça restera des gens du voyage. C'est des voleurs de poules. Et ci et là, mais il y a plein d'esprits qui se sont ouverts maintenant. Il y a des gens qui n'ont plus les mêmes préjugés. Ils ne voient plus ça d'un même angle. Des fois, on a dit « Bonjour, messieurs, dames, parce que mes enfants, ils ont des terrains. » Ils ne répondent pas.
parce qu'on est des gens du voyage. C'est difficile à accepter pour nous, mais on a l'habitude. On sait qu'on est des... Il y a une discrimination, on le sait, ça. Peut-être qu'un de ces jours, ces gens-là, ils comprendront. Ils arrivent à comprendre maintenant, on sait bien, ça s'évapore, tout ça, le voleur de poules, le voleur d'enfants et tout ça. Mais il y a encore beaucoup de discrimination. Pour nous, non, c'est vrai, il faudrait que ça change quand même. Ben, c'était compliqué parce qu'il y a des choses qu'on m'avait expliqué quand j'étais plus jeune. C'est qu'avant, enfin je l'ai connu, je l'ai eu, c'était avoir un carnet de circulation. Pour moi, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, mais après on m'a bien expliqué que les gens du voyage, ils n'avaient pas le droit d'avoir une carte d'identité, qu'on n'était pas considérés comme des Français. Pour moi, c'était ça dans ma tête. Alors avoir un carnet de circulation, il fallait aller dans une gendarmerie et le faire aviser tous les 3 mois. Et moi, je me posais des questions, mais alors c'est quoi, on est des criminels alors? Pour moi, on était des criminels qui pointaient tous les 3 mois sur contrôle judiciaire. Et ça, pour moi, ça a été une grosse forme de discrimination par rapport à ça, qu'on n'avait pas le droit d'avoir des cartes d'identité. Et puis par rapport aussi, il y a des gens, vous savez, de la société qui ont dit, mais c'est vrai, c'est de la discrimination par rapport aux gens du voyage. Moi, je suis français à part entière. Toute ma famille, mes grands-parents, c'est des Français. Et moi, je suis français. Ben maintenant, ça a bien évolué parce que, vous savez, il y a des gens maintenant qui ont tiré un petit peu la sonnette d'alarme parce qu'il y a beaucoup de gens, pas mal de gens, des gens du voyage qui se révoltent un petit peu. Mais maintenant, on a une carte d'identité, on a tout ce qu'il faut, on est français à part entière. Carte d'identité, on a le droit d'avoir maintenant des papiers pour travailler. Hein, les gens du voyage, avant, ils n'avaient pas le droit, enfin pas le droit, entre guillemets. Maintenant, on est artisan, on a des papiers, on est au répertoire des métiers. Maintenant, ça se passe mieux, on va dire. Alors, on a su se faire reconnaître un petit peu qu'on était là, qu'on est français. On n'a pas la même culture, on n'a pas le même mode de vie, mais on est des Français et on aime la France. Ouais, bon, bah bref, suite à des galères, je me suis retrouvé à la rue, viré de mon appartement. Ne connaissant pas ce milieu-là, bah, j'étais perdu, hein, complètement déboussolé. Et puis voilà, depuis dans l'aiguille, bah, je connaissais déjà ici, mais à travers d'autres personnes, hein, ici, parce qu'ils s'occupent. Avant, il y avait des habitations et tout ici. Mais bon, à l'époque, ça allait, quoi. Pour moi, tout roulait bien, donc c'était bon. Et puis après, le fait que je me suis retrouvé à la rue, je ne savais plus comment m'y prendre. J'étais perdu, j'avais baissé les bras. Puis bon, je sortais de mon divorce, je voyais plus mes enfants. Donc tout ça, ça va faire un trop gros truc pour ma petite tête. Donc voilà, en bref, voilà, c'est ce que je peux raconter, quoi. Je suis resté 3 ans et demi à la rue. Et donc voilà, quoi, depuis en aiguille, comment dirais-je, j'ai pris un tremplin qui m'a fait décoller et puis j'ai pu ratterrir dans ce domaine-là, quoi. On va dire ça comme ça. Oui, c'est l'ignorance complète, hein. Donc non, on est pris pour des clochards, on est traités comme des clochards, etc. Bon, moi, ce qui me manquait le plus, c'est mes enfants, donc c'est toujours ce qui m'a manqué le plus. Le regard des autres, comme je l'ai dit, hein, moi, j'arrivais pas à me voir. Il a fallu que je me pose cette fameuse question un jour, en voyant un mec qui était comme moi je devais être avant, je pense, et demander à un de mes amis, j'étais vraiment comme ça, tellement j'étais étonné d'avoir été comme ça, quoi. Je me voyais pas, en fait. Parce que c'était quand même la galère pour prendre une douche, c'était la galère pour manger, c'était la galère pour ça. Et tous les jours, ça vous mine, ça. Hein. Et je peux vous dire, vous demandez le soir où est-ce que vous allez dormir, ou qu'est-ce que vous allez manger, comment vous allez vous nourrir. Mais j'étais toujours à la recherche d'un emploi, je bougeais sans arrêt, tous mes papiers étaient faits. J'ai toujours été... j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, quoi, là-dessus. Il ne faut surtout pas se cloîtrer sur soi-même. Parce que ça, c'est une descente aux enfers aussi. Hein. À partir du moment qu'on se renferme, c'est mort. On ne peut pas remonter. Si on ne se prend pas en charge, si on ne se prend pas en main, si on ne bouge pas, c'est fini, quoi.
Si vous restez comme ça chez vous, tout seul en plus, sans amis, sans rien pour vous entourer, pour vous conseiller, ou même du fait d'avoir leur présence, hein, suffit des fois. Et vous avez besoin de la compagnie, c'est pour ça que je viens ici de temps en temps, moi. Et ces gens-là qui peut-être regarderont votre truc, auront cet aperçu, pas forcément le même que le mien, mais auront leur aperçu, si ça peut leur donner un déclic. Je leur dis pas de tout donner à n'importe qui, c'est pas ça, mais leur ouvrir une autre image, quoi. Ben, je suis né avec mon handicap, ouais. Mes copains, ils acceptent où je vis au FA, mais ils acceptent, ils font pas de différents. Moi, je suis handicapé, mais ils font pas de différence ni de réflexion, quoi. Ils m'acceptent tel que je suis. Je vis avec mon handicap, hein, je peux pas le changer, hein. Je suis sous tutelle et c'est ma mère qui est tutrice de moi. Je suis en retraite depuis mes 60 ans. Je travaillais en ESAT, à l'ESAT Lignerolles, à Fleury-les-Aubrais. Comment se déroule ma journée? Ben, comme le matin, je déjeune, je me douche, je m'habille, je fais le lit. Mon handicap, il n'en a pas. Tutelle aussi, c'est pareil. T'es sous tutelle, Gilles. Oui. Oui. Avant, dans le temps, il voulait voter, non. Il va rappeler encore le juge. Là. Ouais. Non, c'est important ce que tu dis, oui. Hein? C'est que tu voulais voter, oui, Oui, et oui. du coup, tu pouvais pas parce que tu étais sous tutelle. Non. Et qu'est-ce qu'il fallait que tu fasses? Une lettre? Une lettre à qui? Au juge. Au juge des tutelles pour demander d'avoir le droit de voter. Là, je travaille encore un peu. Là. Tu travailles où? En Amérique d'Orléans, comment dire, fonction publique. On est relié avec les autres villes maintenant. On s'occupe de les espaces verts publics de la mairie. Les autres, ils sont à part. Ça fait longtemps que tu travailles à la mairie d'Orléans? 35, là. Là, au mois de janvier. Ça te plaît ce que tu fais? Oui. Bon, t'as pas envie d'aller à la retraite? Non. Ben non. Les jeunes qui nous entendent, je leur demande qu'ils deviennent des témoins que je suis. Pourquoi? Parce que s'ils m'ont entendu, moi je ne suis pas un livre, je ne suis pas un film ou quelque chose, je suis une personne qui a vécu les choses d'une façon particulière, souvent très différente des autres, déportés, etc. Chacun a son vécu, son histoire, sa famille, etc., différente. Donc ils ont une chance d'entendre quelque chose de particulier, d'accord? Et il faut qu'ils en parlent chez eux. Leur vie professionnelle et leur vie familiale est devant eux. Ils sont jeunes, ils ont 15, 16, 17, 18 ans, en bachelier, n'importe quoi. On prépare, ils ont toute leur vie devant eux. Et leur devoir, c'est de dire qu'ils m'ont entendu, ils m'ont vu, ils m'ont écouté et qu'ils transmettent à leur génération future ce qui s'est passé. Et ceci dans un seul but, pour que la jeune génération que l'on voit aujourd'hui s'oppose énergiquement à toutes les exclusions qui sont propagées par les médias et les autres. C'est la faute d'un tel, c'est la faute d'un tel, c'est ci, c'est là. On n'entend que ça. Non. L'homme est l'homme et il faut s'opposer aux exclusions. Il faut une tolérance. Il faut une tolérance. Il y a qu'en tolérant que l'homme est différent un de l'autre, qu'en tolérant que la vie en commun est possible. Voilà. Et c'est important, cette histoire d'exclusion, je dis aux jeunes, attention, parce qu'on vous conduit maintenant, c'est un noir, ou c'est un jaune, ou c'est ceci,
où il est musulman, où il est arabe, et donc ça fait des oppositions et des heurts qui peuvent être vraiment épouvantables. Concernant l'altérité, il y a aussi un enjeu autour des questions de mémoire. C'est-à-dire que la mémoire que chacun doit avoir de l'histoire de son pays ou de l'histoire du monde tout simplement, elle est universelle et elle est en dialogue avec les autres. On est aujourd'hui dans une situation où beaucoup veulent opposer les mémoires, ma mémoire contre la tienne, créer une concurrence, une compétition. On parle trop de tel sujet, pas assez de tel autre. Il faudrait choisir entre défendre la mémoire de la Shoah ou parler de la mémoire de l'esclavage ou revenir sur la période coloniale, comme si les mémoires s'opposaient, étaient en compétition. Et en réalité, la meilleure manière de travailler sur la question mémorielle, c'est de savoir que les mémoires sont en dialogue. Elles viennent se compléter, parler d'une mémoire ouvre sur l'autre, et tout à chacun, ceux qui sont porteurs des tragédies de l'histoire, eh bien, au lieu d'être simplement, comme disait de grandes personnalités par le passé, au lieu simplement d'être attaché à transmettre sa mémoire, il faut l'être à travers toutes les grandes tragédies de l'histoire. C'est-à-dire, en d'autres termes, ne pas simplement être et croire qu'on peut être frère en détresse, que l'on soit héritier des tragédies de l'esclavage, héritier de la tragédie de la Shoah, héritier du génocide arménien, héritier des victimes du génocide des Tutsis au Rwanda. Non, toutes ces personnes-là qui veulent porter ces mémoires-là, qui sont descendants des victimes, ne sont pas simplement frères en détresse, mais doivent agir pour être frères en allégresse. En d'autres termes, que derrière l'histoire terrible dont chaque jeune aujourd'hui en France hérite, il cherche à en apprendre le plus possible sur les autres, pas simplement sur l'histoire personnelle, familiale, ou même simplement l'histoire de son pays, mais apprennent à en savoir sur les autres pour construire un monde meilleur demain. Donc j'aime beaucoup cette expression de dire que lorsque nous sommes frères en détresse, il faut agir pour être frères en allégresse. Et c'est cela peut-être qui amènerait une altérité complète, forte et pleine d'espoir. Cette vidéo nous a permis de dénoncer les différentes formes de discrimination, parler des difficultés qu'ils affrontent chaque jour, changer le regard des gens, parler de l'impact du regard des gens, toucher un maximum de personnes, adultes et jeunes, pouvoir vivre ensemble sans moquerie, sans jugement et sans rejet. Nous souhaitons remercier toutes les personnes qui ont participé au projet, en particulier celles qui ont bien voulu témoigner. Le besoin qui a fait naître ce projet est important car chaque jour, il y a de nouvelles victimes de discrimination et il faut en parler pour que cela cesse.